Le co-porte-parole de Québec solidaire, Amir Kadir, était de passage dans la région pour rencontrer les travailleurs en lock-out de Rio Tinto Alcan. Ma collègue Caroline Dionne s'est entretenue avec lui ce matin. Voici l'entrevue. Bonjour, M. Kadir. Bonjour, Mme Dionne. Vous avez rencontré les travailleurs en lock-out de Rio Tinto Alcan hier, et puis vous avez lancé l'idée d'une sorte de nationalisation de l'industrie de l'aluminium. Comment ce serait possible, ça? De toute l'industrie, non. Nationalisation non plus. Ça ne veut pas dire que l'État prend le contrôle total, mais de permettre aux travailleurs d'être un peu plus en maîtrise de ce qui nous appartient, finalement. Il ne faut pas oublier que Rio Tinto Alcan, c'est surtout Alcan, dans lequel nous avons dépensé collectivement depuis près de 100 ans. On leur a donné énormément de privilèges, énormément. Mais vous parliez quand même que les travailleurs pourraient devenir propriétaires de certaines parts de l'entreprise. Alors l'idée, c'est simplement de prendre des parts. En Allemagne, par exemple, ça va jusqu'à 80% des entreprises de pointe dans différents domaines de l'industrie où les travailleurs sont en possession d'une bonne portion des actions, donc ils profitent à différents niveaux. Ils ont des bons salaires, mais ils ont aussi des dividendes, puis ils ont un peu de contrôle aussi sur les décisions qui se prennent pour que ces décisions ne soient pas désavantageuses ou uniquement avantageuses pour les actionnaires qui parfois sont étrangers, puis on sait ce que ça peut donner. Mais avant ça, il y a quand même quelques mesures plus immédiates qu'il faut prendre, c'est-à-dire d'assainir les relations de travail en mieux entourant les conditions dans lesquelles se font les lock-outs de patrons. Les lock-outs patronaux commencent à devenir de plus en plus abusifs, répétés. Près de la moitié des journées perdues au Québec sont liées à des lock-outs de patrons qui souvent utilisent un passage difficile dans le secteur pour justifier de toutes sortes de demandes déraisonnables et toutes sortes de concessions déraisonnables aux travailleurs. Et ça, il faudrait que le gouvernement, là, disons, resserre les conditions. Donc, pour ça, ici, précisément, que ce soit possible, ce seraient les conditions à changer. Oui, exact. Deuxième mesure urgente à prendre, c'est qu'il faut que Rio Tinto Alcan comprenne que les centrales hydroélectriques ne sont pas pour faire du cash. Les centrales hydroélectriques sont faites pour que l'usine fonctionne et faire travailler les gens ici. Si l'usine ferme, il n'est pas question qu'ils puissent utiliser les centrales pour générer des revenus. Ces revenus-là appartiennent au peuple québécois. Et puis, Marc Maltais, le président du syndicat, il se disait vraiment content de votre visite, justement, par rapport à cette proposition-là. Il disait aussi que c'était apprécié des travailleurs. Comment est-ce que vous avez réussi à leur démontrer que c'était possible un Québec différent? C'est que, regardez, quand on explique aux gens comment l'économie pourrait être organisée de manière à ce que l'économie soit au service de la société, des familles, des classes moyennes, ça tombe sous le sens. Et surtout que cette économie-là, on l'a démontré ailleurs dans le monde, est une économie plus prospère. Sauf que ce n'est pas aussi rentable pour ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. C'est sûr que si on fait cette économie-là, il y a des grandes pointures, il y a des gens extrêmement privilégiés au sommet de notre économie qui vont y perdre des plumes. C'est sûr. Je pense que c'est des choses qui sont raisonnablement possibles de faire, surtout quand on fait ça. On vient aussi changer un certain nombre de choses. On devient plus écologique, on fait du développement plus durable parce qu'on pense en fonction des intérêts de la société à long terme et non pas en fonction de l'intérêt de la société privée et des actionnaires à court terme en bourse. OK. Et puis, dernièrement, Bernard Drainville a exposé l'idée d'une possible alliance entre le PQ et Québec solidaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai toujours été ouvert à ce genre d'idée-là, si ça peut permettre à éviter que le système électoral désavantage les tiers partis. Par exemple, on est un petit parti, puis le mode de scrutin actuel est tout sauf démocratique. Ça ne nous permet pas d'avoir une représentativité qui reflète notre poids. Maintenant, ceci dit, dans le contexte où on parle actuellement, au PQ, il y a beaucoup de problèmes à l'interne qu'il faut que d'abord le PQ règle pour ensuite être capable d'envisager une proposition qui viendrait. Mais dans nos partis, la décision ne dépend pas d'Amir Kadir, ne dépend pas de Françoise David, dépend de nos membres, de nos associations. Donc, quand une proposition va arriver, on va le soumettre à notre base pour voir s'ils sont disposés à ce genre de choses. Il faut que ça soit dans la discussion. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, justement, vous avez des membres, par contre, de votre parti qui sont totalement en opposition avec ça. Comment vous allez leur apporter ça une fois que je ça pense que cette opposition vient surtout du fait que nos membres sont soucieux que ça ne soit pas interprété comme une fusion, que ça ne soit pas interprété... Par la différence entre l'alliance et la fusion. Exact. Donc, ce n'est pas, par exemple, comme l'ADQ qui, par opportunisme, va se joindre au CAQ pour sauver des sièges. Ça, on ne veut pas, parce qu'on a des idées nouvelles à présenter, alors que le PQ, c'est un vieux parti, un peu comme le Parti libéral. Le CAQ, on se demande, c'est pas clair, parce que c'est quand même des gens qui viennent des vieux partis.
Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait cette confusion-là. Nos membres sont surtout préoccupés par ça. OK. Mais bon, peut-être qu'il y a des moyens de collaborer sans que cette confusion puisse être... Parce que, il faut dire, le PQ a quand même des politiques contraires à vos idées, à vous. Par exemple, nous, on pense que les richesses, on en produit en quantité suffisante. En fait, en quantité tellement grande qu'on croule sous le poids de la pollution, d'accord? Et des effets néfastes de ça. Le problème, ce n'est pas la création de la richesse, le problème, c'est sa distribution. D'ailleurs, tout prouve aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Grande-Bretagne, qu'il y a une poignée au sommet de l'économie, le 1% là. Et en fait, il faut dire le 1 millième qui s'enrichit énormément, alors que les classes moyennes, la population en général, s'appauvrit. C'est ça qu'il faut rectifier. Le problème, ce n'est pas de produire, on produit assez de richesses. Et puis finalement, comment est-ce que vous réagissez au dernier sondage CROC qui est sorti? Il y a une hausse de popularité pour votre parti. Mais je pense que c'est sain, parce que de plus en plus de gens s'aperçoivent qu'il n'y a vraiment rien à faire avec les vieux partis, que Québec solidaire apporte des propositions novatrices nouvelles. Donc, je pense que c'est sain pour le Québec et j'espère, si les gens un jour nous font confiance, pas très tard, j'espère, parce que ça dépend du peuple québécois, on pourrait même assumer le pouvoir. Bon, bien parfait. Merci beaucoup, M. Kadir. Merci. Plus de 300 employés de la mine Niobec de Saint-Honoré et une équipe de 5 journalistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean débuteront bientôt le grand défi entreprise Pierre Lavoie. Durant 13 semaines, ils tenteront d'améliorer leur aptitude au quotidien en adoptant un mode de vie sain. Guillaume Lepage, l'équipe des médias, a d'ailleurs passé une première batterie de tests hier. Oui, en effet, l'équipe composée de Maxime Corneau et Doris Larouche de Radio-Canada, de Sonia Lavoie de TVA et de Stéphane Bégin et Laura Lévesque du journal Le Quotidien a passé une première évaluation de santé globale. Donc, on parle ici de bilan sanguin, de tests d'effort physique, d'une mesure du pourcentage de gras corporel. Donc, ça nous donne un bon indicateur de la santé actuelle des participants. Le capitaine de l'équipe, Maxime Corneau, a passé ses tests avec succès. Voici ce qu'il avait à dire au sujet de son rôle au sein de l'équipe. C'est moi qui va devoir compiler là, chaque semaine toutes les cubes énergie que vont avoir accumulé mon équipe, puis aussi les cubes d'amélioration de conditions de vie. Là. Donc, c'est moi qui va faire la compilation pour pouvoir dire à l'équipe on doit travailler plus fort ou on est sur la bonne voie. Là. Le journaliste Stéphane Bégin a un simulateur cardiaque. Quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur son expérience? Bien, en fait, au début de l'aventure, il n'était pas supposé faire partie de l'équipe des médias, mais il a décidé d'y aller pour son bien personnel. Donc, c'est certain qu'il y aura certaines contraintes. Il ne peut pas faire de course à pied puisque son cœur ne lui permet pas, mais il assure qu'il connaît ses limites puisqu'il a ce simulateur cardiaque depuis plus de 30 ans. Donc, je vous invite à écouter ce qu'il avait à dire à ce sujet. Donc ça me fait pas peur parce que je vais y aller dans mes limites à moi. Je ne me mettrai pas à faire de la course à pied parce que je ne suis pas capable, le cœur ne veut pas suivre là-dedans. Mais du vélo, de la marche, ça, je sais qu'il n'y a pas de problème. Le processus de sélection s'est déroulé. Bien, en fait, c'est Pierre Lavoie qui a lancé l'idée d'avoir une équipe des médias cette année. Il voulait plus de visibilité pour ce projet qui existe depuis plusieurs années dans la région avec plusieurs entreprises. Donc, on parle ici de 5 journalistes de 3 médias différents. Donc, c'est bon pour la visibilité de ce projet. Merci, Guillaume. Je vous en prie. Les agents de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Saguenay rechercheront 3 individus qui auraient commis 3 délits de fraude et de vol au cours de la fin de semaine. Un premier suspect aborde une victime en lui demandant des indications routières pendant que ses 2 complices subtilisent le portefeuille de la personne. Le ministère des Transports du Québec a baissé la limite de vitesse à 70 km/h près de l'étape sur la route 175 reliant Saguenay à Québec. 3 accidents majeurs ayant eu lieu au cours des 6 derniers mois sont à l'origine de ce changement. Les Saguenayens de Chicoutimi ont encaissé un revers de 2-1 en fusillade contre les Remparts de Québec hier soir au centre Georges Vézina. Michael Grigorenko a marqué 2 fois, dont le but décisif en tir de barrage. Louis Domingue a été étincelant devant la cage des Remparts en effectuant 48 arrêts. Maxime Aubry, la troupe de Marc-Étienne Hubert, s'est buté à Louis Domingue en grande forme devant le cage. Oui, en effet, les Saguenayens qui doivent s'incliner malgré le fait qu'ils ont dirigé plus de 46 lancers vers Louis Domingue, mais ce dernier a fermé la porte lors de 45 occasions, n'accédant qu'une seule fois devant Jean-Gabriel Pajot. Donc, je vous invite à écouter mon reportage. Si Louis Domingue avait volé les Saguenayens à sa dernière sortie au centre Georges Vézina, ce ne fut pas tellement différent hier soir alors qu'il a repoussé 48 lancers, dont 3 en fusillade. Les Remparts de Québec ont signé une 3e victoire à Chicoutimi cette saison, cette fois par la marque de 2-1.
C'est certain que demain, il a fait des gros arrêts, mais je pense qu'on a pris beaucoup de lancers. On aurait pu mettre plus de trafic au filet aussi. Puis je pense qu'il a peut-être donné un peu la vue facile. C'est Louis Domingue qui nous bat à les 2 derniers matchs, sinon les 3 derniers matchs, à lui tout seul. T'sais. On dirait en plus qu'il y a une planche de plastique en arrière de lui invisible qui dévie les rondelles qui sont supposées de rentrer dans des buts ouverts. Christopher Gibson a été moins occupé que son opposant, ce qui ne lui a pas empêché de connaître un fort match devant la plus grosse foule de la saison. Ce dernier a toutefois renvoyé le crédit à ses coéquipiers. Guy on the team, we kept the puck a lot in their end, and we developed a lot of chances. So we played very well defensively too, and I'm really proud of the guys on the team. Jean-Gabriel Pageau a marqué l'unique but des Saguenayens, alors que chez les Diables Rouges, Mikhail Grigorenko s'est amusé avec un but en temps régulier avant de sceller le débat en tir de barrage. Les Saguenayens pourront rapidement faire oublier cette défaite contre les Remparts puisqu'ils prendront le chemin de l'Abitibi tout le week-end pour y disputer 3 matchs en autant de soirs. Ils seront à Val-d'Or vendredi soir. Maxime Aubry, ATM Nouvelles, Saguenay. L'équipe locale de curling s'est inclinée 8-5 devant celle de Montréal ce matin à Kenogami. Serge Reed et son équipe se classent désormais dans la section C du championnat provincial. Audrey Leblanc, est-ce que beaucoup de personnes s'étaient réunies pour assister à cette partie? Oui, ce sont environ 90 personnes qui se sont déplacées ce matin pour venir assister à la partie décisive de l'équipe de Serge Reed. De ce nombre, on comptait une classe d'environ 40 élèves qui sont venus encourager l'équipe locale. Le capitaine de l'équipe locale, Serge Reed, se dit conscient du potentiel de l'équipe adverse. Selon lui, c'est une des raisons qui ont fait en sorte que son équipe a essuyé une défaite ce matin. Il explique également ce dénouement par quelques problèmes de glace. L'un des moments importants du match est quand l'équipe de Steve Gagnon a fait 3 points au 5e bout. L'équipe locale n'a jamais réussi à prendre les devants par la suite. Une marque serrée au 7e bout, 4-3 pour l'équipe montréalaise. L'écart s'est toutefois agrandi au 8e bout quand Gagnon a accumulé 7 points contre 3. L'équipe de Reed a par la suite réussi à inscrire 2 points, mais ce ne fut pas suffisant pour rattraper le retard. L'équipe de Serge Reed n'a plus droit à l'erreur lors des prochaines parties. Elle se classe maintenant dans la section C du championnat. Le capitaine de l'équipe locale garde toutefois espoir et affirme qu'il est temps pour lui et son équipe de se relever les manches. Une seule autre défaite leur vaudrait l'élimination. Après s'être incliné 8-5 face à l'équipe de son ancien coéquipier, Reed entend miser sur la régularité pour gagner les prochains matchs. La finale des 12 équipes masculines et celle des 8 équipes féminines a lieu ce dimanche à 14h au club de curling de Kenogami. Serge Reed et son équipe devront maintenant remporter 3 parties pour se qualifier afin de se rendre au Brier. Pour ce qui est du volley féminin, la première partie a lieu ce soir à 20h. Audrey Leblanc, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est ce qui termine votre web journal. Bonne soirée et revenez-nous la semaine prochaine.